19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 26 juin 2024. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. À 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les magistrats du Niger décident de déposer la toge pendant 3 jours à compter du 1er juillet prochain. Leur syndicat, le SAMAN, syndicat autonome des magistrats du Niger, a déposé sur la table du ministre de la Justice un préavis de grève de 112 heures le 1er, le 2 et le 3 juillet prochain sans service minimum. Un arrêt de travail pour protester contre la violation des principes et valeurs du corps. Le SAMAN exige aussi du gouvernement l'arrêt des immixtions intempestives du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire, indique le SAMAN. Ces préavis interviennent, il faut le souligner, après une déclaration rendue publique le lundi par le SAMAN pour se faire entendre. Les anciens présidents du Bénin ont rencontré le chef de l'État du Niger le 25 juin dernier. Le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a reçu les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Sogolo et Boni Yahi. Ces anciens présidents sont venus au Niger dans le but de désamorcer la crise entre le Niger et le Bénin. Les citoyens nigériens ont donné leur impression et attente au micro de la télévision La Barry. On pense que nous allons mettre un peu de l'eau dans notre vin pour les écouter et ils n'ont qu'à tirer l'oreille de Patrice Talon que les Nigériens, on sait ce qu'on fait, on sait là où on va, on sait ce qu'on veut. Donc on ne se permet pas de se laisser faire distraire par les Blancs. Donc Patrice Talon aussi, je pense qu'il doit se ressaisir pour venir à la raison, pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que les Béninois et les Nigériens sont des frères et sœurs. Aujourd'hui, Patrice Talon va partir, Tchani va partir. Mais le peuple nigérien et le peuple béninois vont toujours demeurer. Donc pour les sages, on doit les écouter et voir ce qu'on peut arranger. J'attends l'ouverture de la frontière. Ça avantage les deux pays. Mais sincèrement, si on a des craintes, il ne faut pas ouvrir la frontière. Ce qui va nous déranger, ce qui va empêcher nos enfants, qui nous permet de dormir chez nous tranquillement, les jeunes militaires qui nous permettent de dormir tranquillement chez nous, on les attaque. Si vraiment, si on va les attaquer de ce côté-là, il ne faut pas ouvrir la frontière. Mais s'il n'y a pas de crainte, on peut ouvrir la frontière. Tant qu'il y a un talent au pouvoir, moi je trouve que ce n'est pas la peine de négocier. Vraiment, chercher à avoir une situation meilleure, c'est vraiment bien, mais pas avec ce monsieur du Bénin qui est au pouvoir. Là, vraiment, je ne suis pas de cet avis, quoi. Voilà. Après le départ du président actuel, là on peut négocier. Parce que c'est lui qui a fait qu'empirer la situation et il n'a jamais cherché à comprendre pourquoi est-ce que le général de brigade Abdraman Chani est au pouvoir et il ne cherche que ses intérêts, quoi. Et nous tous, nous savons qu'il fait tout cela, c'est à cause du pétrole du Niger. Donc, vraiment, on n'est pas d'accord. Vraiment. On respecte bien M. Yahi Boni et Soglo, mais Talon, lui, n'a rien à voir avec lui. On attend vraiment des autorités au pouvoir qu'ils puissent vraiment remplir leur mission et des promesses qu'ils nous ont faites aussi. Voilà, et de pouvoir aussi comprendre la jeunesse, quoi. Voilà, de créer plus d'emplois pour les jeunes et qu'il y ait plus de justice, quoi. La sécurité et vraiment de revoir aussi la vie qui devient de plus en plus chère ici au Niger, mais c'est tout ce que j'attends d'eux. Je ne prévois aucune solution concernant l'arrivée de ces deux présidents, anciens présidents. Parce qu'eux-mêmes ne sont même pas écoutés par leur président au Bénin. À plus forte raison,
de résoudre la situation qui est entre les Bénin et le Niger. Par exemple, les opposants que le président béninois a attrapés en leur accusant de fausses accusations pour les empêcher d'aller aux élections. Les deux présidents là, ils ont intervenu, ils ne les ont pas écoutés. Selon moi, par rapport à leur arrivée, ça ne va rien changer. Je n'attends rien de leur arrivée. La salle des réunions de l'hôtel Sahel de Niamey a servi de cadre cet après-midi pour la tenue des assises du Conseil général de la Confédération nigérienne du travail CNT. C'était sous la présidence du secrétaire général et en présence des représentants des syndicats affiliés. Boubacar Ibrahim, Sadou Doumi. Après le forum, la Confédération nigérienne du travail CNT marque ainsi les assises de son conseil général autour toujours des thèmes la problématique du dialogue social inclusif. Il s'agit à travers ces conseils de faire le point à mi-parcours des activités de la mandature du Bureau exécutif national de la centrale. Conformément aux dispositions de l'article 19 du statut de la Confédération nigérienne du travail qui stipule que entre deux congrès peut se tenir le Conseil général. C'est la présence, l'objet de notre présence aujourd'hui. Pour rappel, le Conseil général fait le bilan à mi-parcours des activités syndicales et traite des grands problèmes économiques, socio-culturels, organisationnels et politiques. Il statue également provisoirement sur les demandes d'affiliation et se prononce sur les sanctions prises par le Bureau exécutif national. Le thème de ces présentes assises, la problématique du dialogue social au Niger, est d'une importance capitale. Aujourd'hui, pourrions-nous parler de dialogue social lorsque la question sécuritaire ne trouve pas de solution? C'est le lieu pour nous d'avoir une pensée particulière à nos FDS tombés sur les champs d'honneur. Nous demandons que Dieu ait leur âme en paix et que la paix, rien que la paix, puisse régner sur notre pays. Pour un environnement de travail sain, la Confédération nigérienne du travail invite le gouvernement à faire preuve de plus d'ouverture et de consultation. Le dialogue social, car c'est le credo de la Confédération nigérienne du travail. Le dialogue social, c'est également le but de toute stabilité sociopolitique d'un pays. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de transition et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de créer les conditions d'une large concertation du peuple nigérien à travers les différentes organisations socio-professionnelles. On ne peut construire un pays en perpétuel mouvement, notamment face à ces insécurités, et vouloir mettre en marge les organisations syndicales que nous représentons. Nous faisons cet appel afin que les préoccupations du peuple nigérien puissent également être les préoccupations des travailleurs, que les préoccupations des travailleurs puissent être au centre des discussions avec le CNSP et le gouvernement de transition. Ces conseils, qui s'ouvre en présence des délégués régionaux et des membres du bureau au niveau central, aura à statuer sur les tenants et aboutissants à l'effet d'une réorientation pouvant aboutir à des résultats probants d'ici la fin de la mandature. Après les femmes artisanes, c'est le tour des partenaires techniques et financiers de répondre ce matin à l'invitation du tour de table initié par l'agence du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. Cette rencontre entre aussi dans le cadre de l'organisation de cet important salon de l'artisanat prévu du 29 novembre au 8 décembre 2024. Nafissatou Yahya, Chebou Idissou. Au cours de cette rencontre qui se tient en prélude à l'organisation de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, il s'agira pour les responsables de l'agence en charge de l'organisation de ce salon d'échanger à travers ce tour de table avec les partenaires techniques et financiers sur les objectifs et attentes de ce salon, entre autres. Si nous avons invité aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est que le SAFEM et le travail que nous sommes en train de faire aux côtés des artisans,
parce que très souvent dans les déplacements des artisans lors de nos foires, il y a beaucoup de chocs de compréhension avec la douane, parce que souvent ils ne savent même pas que les produits nigériens ont percé. Donc la circulation de nos produits à l'intérieur du pays, la circulation de nos produits à l'extérieur, et maintenant par rapport aux impôts que nous avons toujours tenu à approcher de nous quand nous faisons des événements, c'est par rapport aujourd'hui à la marche qu'on est en train d'entreprendre aux impôts pour qu'ils comprennent très bien le métier de l'artisanat, surtout l'artisanat de la femme. Et même s'il faut désormais que les artisans puissent contribuer fiscalement parlant, que ça soit très bien compris de part et d'autre. Ce qui est important, c'est de comprendre la vision du SAFEM. C'est réellement ça notre raison, parce que très souvent, on ne fait pas la différence entre l'agence SAFEM, qui est une institution de l'État, qui a une mission précise, et l'événement qui est un salon commercial. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, est une vision du gouvernement nigérien soutenue par les partenaires du développement, dira le secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. En effet, les plus hautes autorités, sous la clairvoyance de son Excellence M. Adraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, apprécient à sa juste valeur le rôle que joue le secteur de l'artisanat ainsi que sa contribution au développement économique du pays, et ont toujours exprimé leur ferme volonté et leur engagement à l'accompagner. Dès lors, la promotion du secteur de l'artisanat est placée parmi les priorités des politiques sectorielles du gouvernement. Afin de créer un marché inclusif qui positionne la femme artisane ainsi que l'ensemble du secteur, il a été initié depuis 2000 le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. Initié depuis 24 ans, le Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, est un cadre professionnel de promotion de l'artisanat féminin créé dans l'objectif de contribuer à l'autonomisation économique des femmes artisanes en particulier. Prévu du 29 novembre au 8 décembre prochain, cette 13e édition est placée sous le thème « Booster l'innovation technologique des micro, petites et moyennes entreprises artisanales par la promotion de la propriété intellectuelle et l'accès au marché pour un développement durable ». Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la conciliation. Un sujet abordé par Nani Soli Aboubakar Sidikou. Il est magistrat. Très bonne réception à vous. La conciliation, donc, vous savez, elle est consacrée par... d'abord, donc, il y a la loi donc, portant code de procédure civile, donc, à ses articles 446 et 480, et qui prévoit la possibilité, en tout cas pour les juges, de faire la conciliation. Le préliminaire de conciliation, donc, il est consacré par ces articles, l'article 446 et 480 du Code de procédure civile. Puis, il y a la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République Niger. Il y a aussi la loi numéro 63-18 du 22 février 1963 sur la procédure à suivre devant les justices de paix. Alors, et ce qu'il faut retenir en matière de conciliation, c'est qu'en matière coutumière, donc lorsque je parle de la matière coutumière, je fais allusion par rapport à la question des divorces, la question des successions, et la question des litiges portant sur des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc toutes ces matières-là sont régies par la coutume au regard de la loi et sur l'organisation judiciaire. Donc en matière coutumière, et le préliminaire de conciliation il est obligatoire, c'est-à-dire lorsque les justiciables viennent devant les juridictions et par rapport à un litige donc relevant de la matière coutumière, les juges ont l'obligation de tenter
de concilier les parties, c'est-à-dire amener les justiciables à trouver un arrangement. Donc il y a une différence entre la conciliation et la décision. La conciliation, le juge il essaie d'amener les parties à trouver un terrain d'entente, à trouver un règlement à l'amiable. Et par contre, dans le cas de la décision ou ce qu'on appelle l'impérium, là le juge il tranche. Donc il tranche pour rendre une décision maintenant contre laquelle et éventuellement une des parties qui n'est pas satisfaite peut interjeter, peut exercer des voies de recours. Donc en matière coutumière, pour récapituler, et le préliminaire de conciliation obligatoire, lorsque les justiciables comparaissent devant le juge et par rapport à un litige donc, qui relève donc, du droit coutumier, la loi fait obligation au juge de tenter de faire une conciliation. Et par contre, quand vous prenez la matière civile, le préliminaire de conciliation au regard des dispositions du Code de procédure civile, il n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais rien n'empêche aux parties donc, de venir devant les juges lorsqu'ils ont un litige qui relève du droit civil. Rien n'empêche aux parties de venir devant les juges pour lui demander et de tenter de faire une conciliation entre eux. Mais c'est facultatif. Voilà. Maintenant, avant d'arriver donc, au pouvoir de conciliation proprement dit des juges, je voudrais quand même un peu, puisque c'est ça le thème de cette interview, je voudrais un peu qu'on parle du pouvoir de conciliation des chefs traditionnels. Alors là, vous savez, les chefs coutumiers ou les chefs traditionnels, et de par la loi numéro 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils sont aussi considérés de par leur statut comme étant des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre administratif. Et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle, en son article 18, donc, a prévu que les chefs traditionnels ont pouvoir de conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. Ici, lorsqu'on parle de transactions foncières, on fait allusion aux transactions portant sur des immeubles qui ne sont pas immatriculés. Lorsque l'immeuble est immatriculé, par exemple, lorsqu'il y a un acte de cession ou un écrit, donc là, ça ne relève plus donc, du droit coutumier, mais plutôt du droit civil. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par chef coutumier? Donc toujours l'article et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle a défini donc ce qu'il faut entendre par chef traditionnel. Au terme donc de l'article 2 du statut de la chefferie traditionnelle, on entend par chef traditionnel et les chefs des cantons, les chefs des villages, les chefs des tribus, les chefs des quartiers, des fractions, les chefs des secteurs, les chefs de groupement, les chefs de province et de sultans. Donc, au regard donc, de l'article, en tout cas, au regard des articles 2 et 3 donc, de la loi de 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle, ce sont ceux que je viens de citer là qu'il faut entendre par chef traditionnel. Et donc, de par la loi, ce sont ces chefs traditionnels là qui ont le pouvoir de faire de la conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. En matière civile, par exemple, lorsqu'il y a un litige et sur la thématique qu'on a abordée la dernière fois, la question des litiges donc, entre locataires et bailleurs. Donc, de par la loi, rien n'empêche aux justiciables, avant de venir à la justice, donc, de saisir donc, leur chef de quartier pour qu'ils tentent une conciliation entre eux. Alors, et quelle sera l'issue donc de la conciliation devant le chef traditionnel? Il y a deux possibilités. Le chef traditionnel peut réussir la conciliation lorsqu'il arrive à amener les justiciables à trouver un règlement viable, à trouver un terrain d'entente, à trouver un arrangement. Il dresse ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation que les parties vont signer, c'est-à-dire le demandeur, le défendeur, qui lui-même va signer. Donc, une fois le PV de conciliation établi, il va adresser donc, le PV de conciliation là, à l'autorité administrative donc, de son ressort et à la juridiction compétente. Maintenant, quitte à la partie donc, la plus diligente donc, de saisir le tribunal compétent aux fins d'homologation, c'est-à-dire lorsque le chef traditionnel arrive à trouver un arrangement, arrive en tout cas à réussir la conciliation, il dresse le procès verbal de conciliation qu'il remet à chacune des parties après l'avoir signé avec les parties. Maintenant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente et aux fins d'homologation pour que la conciliation là soit homologuée.
Donc là, le président du tribunal, si c'est le président du TAC, ou en tout cas la juridiction compétente, il va prendre une ordonnance d'homologation, donc pour entériner cette conciliation-là qui a été reçue par le chef traditionnel. Et il peut arriver aussi, lorsque les parties viennent d'évoluer pour l'homologation, si on constate que véritablement il n'y a pas eu d'accord donc, entre les deux parties. Et donc là, dans ces cas, il peut à nouveau, à ce niveau aussi, il peut tenter de faire une conciliation. Dans les cas où ça marche, il dresse procès-verbal de conciliation qu'il signe et qu'il remet à chacune des parties. Et ce procès-verbal de conciliation-là vaut titre exécutoire. C'est comme une décision de justice. Donc lorsqu'il n'y a pas de conciliation, lorsque le chef traditionnel, dans l'autre hypothèse, dans le cas où il n'arrive pas à réussir la conciliation, il dresse ce qu'on appelle le procès-verbal de non-conciliation qu'il transmet à la juridiction compétente. Et donc là, les justiciables vont venir devant nous, donc que ce soit devant les tribunaux d'arrondissement communaux, en tout cas, ou devant le juge coutumier, il va à son niveau, et comme la loi le fait obligation, il va tenter donc, de faire une conciliation. Dans le cas où ça marche, donc il dresse procès-verbal de conciliation et le litige est éteint. Donc après, il peut faire groussoyer donc, le PV de conciliation, c'est-à-dire apposer la formule exécutoire aux fins d'exécution. Donc voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le pouvoir de conciliation. Donc comme je l'ai dit, en ce qui concerne les chefs traditionnels, les domaines dans lesquels ils peuvent faire la conciliation, c'est en matière civile, en matière coutumière, comme en matière de divorce, en matière de garde d'enfants, donc tout ça c'est la coutume. Donc en matière de donation d'héritage, donc tout ça, ça relève en tout cas du droit coutumier. Et en matière de transactions foncières, c'est-à-dire des transactions portant sur des immeubles, des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc là, ce sont les domaines dans lesquels les chefs coutumiers peuvent faire la transaction. Vous savez, c'est important de les rappeler parce que dans la plupart des cas, vous savez, ce qui a amené le législateur à instituer la conciliation, c'est que, comme on a coutume de le dire, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Puisque le rôle de la justice coutumière, ce n'est pas de trancher les litiges entre les justiciables. Le rôle, c'est d'abord d'amener les justiciables à trouver un terrain d'entente à conciliation. Le meilleur juge de paix, ce n'est pas celui qui tranche les litiges pour dire que tel a raison, l'autre n'a pas raison. Le meilleur juge de paix, c'est celui qui arrive à amener, c'est celui qui réussit à amener les justiciables à trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que conformément à ce jargon-là, selon lequel il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, et c'est pour ça que il faut toujours amener les justiciables à trouver un terrain d'entente. C'est dans les cas exceptionnels où le juge n'arrive pas à amener les parties à trouver un terrain d'entente, à ce temps-là, il sera obligé d'ouvrir un dossier et pour aller devant le tribunal et rendre une décision contre laquelle la partie qui n'est pas satisfaite peut interjeter appel. En fait, c'est ça la philosophie qui sous-tend donc ces pouvoirs de conciliation-là en matière coutumière et donc des chefs traditionnels et même du juge coutumier. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la question du divorce donc, qui s'est fait au niveau de l'association islamique du Niger. Alors, donc à ce niveau, ce que je voulais apporter comme précision, c'est vrai, dans la pratique, lorsque vous remarquez, vous allez constater que de plus en plus, en tout cas, les justiciables donc, vont vers l'association islamique, soit pour des questions de divorce, et soit pour des questions de garde d'enfants ou même de succession pour régler leurs problèmes. Et il nous est arrivé, donc, dans beaucoup de cas, de voir des justiciables qui viennent pour dire que, bon, en tout cas, généralement, ce sont des hommes qui viennent pour dire que, au niveau de l'association islamique, donc, à leur absence, donc, l'association islamique a eu à prononcer le divorce entre lui et sa femme. Peut-être que lui n'a jamais comparé, ou bien on l'a appelé, il n'était pas venu à 2 ou 3 fois. Et bien donc sur cette base-là, on délivre un papier de répudiation ou de divorce. La précision que je voulais apporter à ce niveau, et au stade actuel de notre droit positif, c'est-à-dire à l'état actuel de la législation en vigueur de notre pays, l'association islamique du Niger n'a pas un pouvoir de conciliation. Elle n'a même pas le pouvoir de concilier les parties, à plus forte raison de trancher un litige ou de prononcer un divorce au sein d'un couple.
de par la loi, elle n'a pas ce pouvoir-là, même si dans la pratique, elle le font. Et généralement, sur des questions de ce genre, lorsque les justiciables viennent, même si la loi ne l'a pas prévu, rien n'empêche, par exemple, lorsque c'est l'homme qui décide, qui convoque sa femme au niveau de la société islamique pour dire que moi je vais la répudier, rien n'empêche à la société islamique d'aider les maris à établir un papier de répudiation pour dire qu'il répudie sa femme. Mais lorsque, par exemple, la femme convoque son mari au niveau de la société islamique pour un divorce et que le mari dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas prêt à divorcer, le bon sens, la sagesse voudrait que l'association islamique oriente le couple vers la justice pour qu'elle ouvre un dossier et qu'elle rende une décision contre laquelle la partie qui n'est pas contente peut interjeter appel. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. On a eu des cas ici où, en tout cas, des hommes viennent pour dire qu'à leur absence, on a prononcé le divorce contre eux. Or, de par la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune disposition de la loi qui donne à l'association islamique le pouvoir de prononcer le divorce, même pas la conciliation. Voilà. Donc, ce que je voudrais, en tout cas à ce niveau, c'est vrai, parce que moi étant membre du comité scientifique de l'ONG HIL, on a eu à faire des propositions pour dire que bon, et rien n'empêche, dans le cadre des réformes à venir, rien n'empêche donc de faire des réformes législatives pour conférer à l'association islamique un pouvoir de conciliation au même titre que les chefs traditionnels. Parce que la population du Niger, 99% comme on l'a dit, elle est musulmane. Et cette population-là, elle va de plus en plus vers l'association islamique. Donc là, pour donner un ancrage légal, une base légale à ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'association islamique, il faut faire des réformes. Et pour donner, au même titre que les chefs traditionnels qui ont un pouvoir de conciliation, il faut faire des réformes pour dire que désormais l'association islamique a un pouvoir de conciliation. Et ce pouvoir de conciliation-là, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer en ce sens que on ne doit pas donner un chèque en blanc pour permettre à l'association islamique de pouvoir décider, c'est-à-dire l'encadrement, c'est quoi? Il faudrait exiger à ce que, même lorsqu'il y a une conciliation entre deux parties, au même titre que le chef traditionnel, il faudrait que les justiciables viennent à la justice pour qu'on vérifie donc cette conciliation-là, en tout cas pour qu'on vérifie les termes de l'accord afin d'homologuer ou pas. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette question-là.